Le mystère est partout. Il est dans notre ciel, peuplé de phénomènes inexplicables. Il est sur terre, dans les campagnes, les forêts, les vignes. N'y aurait-il pas un lien entre ces deux mondes qui nous envoient des signes indéchiffrables? Ne formerait-il pas la clé d'une seule énigme? Que survolent les ovnis? Et sur quoi se posent-ils? Sur un terroir? Un terroir avec ses traditions, son peuple et sa gastronomie? Nous sommes convaincus qu'il existe une spécificité des ovnis français. Le ciel de Bourgogne n'est pas celui d'Alsace et celui d'Alsace n'est pas celui de Provence. La rencontre de Cussac, l'affaire de Trans-en-Provence, jusqu'à l'observation de l'évêque Agobard à Lyon en 815. Notre beau pays a tant à offrir. C'est pourquoi nous avons décidé de partir à la rencontre de gens ordinaires qui ont été en contact avec des phénomènes inexpliqués. Le temps d'un repas, ils nous livreront des témoignages sincères, sans préparation. Notre voyage nous emmènera aux quatre coins de la France. Ce voyage prend son départ ce soir, à Paris, avec Anne et Chantal. Deux femmes qui vont nous confier leurs certitudes, leurs doutes et surtout nous parler de ce qu'elles ont vu. Nous les avons invitées à manger un pot-au-feu à la maison. Car le pot-au-feu, c'est la quintessence de la cuisine française. Il est 19h, nous retrouvons Anne dans un bar pour l'apéritif. Salut. Je Benjamin. Ça va? va? Tu prends une bière? Bah avec Bière? plaisir. Avec plaisir. 3 bières s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu réponds quand on te dit oui, ils ont vu quelque chose, mais voilà, c'est peut-être un phénomène naturel tout à fait explicable, ou alors c'est peut-être une hallucination. On se rend compte qu'au fil de l'histoire, quand on lit le bouquin de Jacques Vallée par exemple, on s'aperçoit que des phénomènes aériens ont été observés de tout temps, de toute époque. Et donc l'interprétation qu'on en faisait à l'époque, c'était des dieux, des anges, des dragons, des lutins, des fées, voilà, des boules de feu. Aujourd'hui, comme on est dans une civilisation technologique, on voit des machines. Voilà, on en fait une interprétation. Après, l'interprétation qu'on en fait, elle peut être erronée. Ouais. Cependant, il existe quand même un phénomène. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y aurait jamais eu de contact? Pourquoi il n'y aurait jamais eu de contact? Peut-être qu'il y en Parce a que- eu. Oui, qu'on dit Quand- pas. Alors, il y aurait des théories. Alors moi, ce qui m'a beaucoup convaincue aussi, c'est les théories archéologiques, en fait. Ouais. Notamment Parle-nous-en. concernant les cités, deux cités de la vallée de l'Indus qui sont Harappa et Mohenjo-Daro. Bon, c'est des cités très anciennes. On a retrouvé sur ces sites, alors déjà il y a toute la mythologie du Mahabharata qui fait référence à des entités, des dieux qui se déplaçaient dans des véhicules qui volaient et avec un luxe de détails technologiques assez intéressant et qui donc s'appelaient les Vimana, donc des véhicules volants qui étaient les véhicules des dieux. D'accord. Et qui relate une guerre qui aurait eu lieu dans une époque très reculée. Et dans la relation de cette guerre, dans la description de cette guerre, ils font état d'une bombe, enfin d'une lumière, d'une arme qui a provoqué une lumière comme 1000 soleils et qui a tout brûlé sur son passage et où les gens, les animaux brûlaient, se jetaient dans l'eau pour pouvoir échapper à la brûlure, etc. D'accord. Et il se trouve que sur ces sites archéologiques, on a retrouvé des briques, des objets qui avaient subi une extrême chaleur, qui étaient vitrifiés. Ah ouais. Et malheureusement, ce sont des sites où les recherches ne sont pas faciles, mais il y a beaucoup de scientifiques indiens qui se sont penchés sur ce sujet et ont
On ne comprend pas comment ces endroits ont pu être soumis à de si hautes températures. Alors regarde, ça c'est une rillette, producteur d'Île-de-France. Hein. Ça vient du 76. Volaille au piment d'Espelette. Bon, le piment d'Espelette doit pas être Île-de-France, mais... Alors... C'est exceptionnel, ça, c'est bien. Ah non, attends, c'est que le début. On vous a gâté. Pourquoi t'es resté, ça fait 10 ans que t'es dans l'ufologie, qu'est-ce qui te... Mais parce qu'il y a des cas passionnants. Ouais. C'est pas parce que moi, j'estime que mon observation, c'est pas un ovni. Parce que si moi j'ai vu cet ovni-là, ça suppose que beaucoup de gens dans les environs ont vu aussi cet ovni-là, y compris l'armée. Donc, voilà. Mais ça ne retire en rien des cas quand même assez... Tu peux nous Je me citer suis quelques intéressée cas après à la vague de 90. Ouais. Le 5 novembre 1990, d'un seul coup, tous les pays européens, donc la France, un peu l'Espagne, l'Angleterre, beaucoup la Belgique aussi, enfin beaucoup la France, la Belgique, un petit peu l'Angleterre et autres pays, ont vu des ovnis, dont certains de forme triangulaire, d'autres... voilà. Et c'est avéré qu'a priori, d'ailleurs c'est pas qu'a priori, c'était en fait je crois la deuxième partie ou troisième partie de la fusée d'une fusée russe qui était en train Oui, il y a eu des rentrées rentrées atmosphériques, mais voilà. ça n'explique pas mais le problème c'est que, vu la... Bah bois un coup pour faire passer. Bah oui, mais... oui, mais non. Ça gâche tout le goût d'arriver. Plus bon d'Espelette au vin. D'ailleurs, là, il y a eu une émission qui est extrêmement bien faite sur cette vague. Je ne sais plus quelle était l'émission, c'était à la télé, en tout cas. Ils ont interviewé les gens qui ont assisté effectivement et qui disaient qu'ils avaient l'impression qu'on s'était moqué d'eux parce qu'on essayait de leur faire croire que c'était une rentrée atmosphérique. Or, ce qu'ils avaient vu, c'était quelque chose d'énorme qui se déplaçait lentement au-dessus d'eux, qui n'avait aucun rapport avec... même si on a une mauvaise évaluation de la distance, quand c'est très très gros, on s'en aperçoit. Quand ça va occulter la lumière et que ça passe tout doucement au-dessus de chez vous, manifestement, ça peut pas être... Ça n'a pas de lumière, une rentrée atmosphérique. À part si la lumière que peut faire l'objet quand la il se chaleur. consume, Voilà, mais- quand il se consume, mais ça Voilà, dure, mais c'est déjà tout. ça dure pas longtemps, Non. puis ça a un aspect quand même très reconnaissable. c'est fumé, donc il a Et fait- ça correspond pas à un objet qui va occulter la lumière du Non, ciel pas en se possible. déplaçant tout doucement. Voilà. Et il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui se sentaient vraiment insultés voilà, dans leur sincérité. Alors, Châteauneuf-du-Pape, c'est quoi l'histoire? Je vous sers cette bouteille parce que je crois en 1954, ouais, On avait la vague de 54. il y a eu une vague. Oui. Eh bien écoute, en réponse à cette vague, le maire de Châteauneuf-du-Pape a décidé de faire un arrêté anti-ovni. Il a dit que les ovnis ou les cigares volants n'auraient jamais le droit de se poser sur leur territoire C'est et surtout vrai. sur leurs vignes. C'est vrai. Et l'arrêté est toujours en vigueur aujourd'hui. Et le maire actuel le défend parce qu'il dit que c'est le seul arrêté qui a toujours été respecté de façon impeccable en 60 ans. Extraordinaire. Alors ça mérite un toast Ça au mérite maire un toast. de Merci, Châteauneuf-du-Pape. Voilà. Ouais. Et c'est aussi ce qui a contribué à faire connaître Châteauneuf-du-Pape dans le monde entier. Le caméraman, Ouais. là, C'est ce qui a contribué à faire connaître la bourgade dans le monde entier. Même Oh si mon après Dieu. il est trop bon. Ah mon Tu veux un Dieu. petit verre Ça, c'est du vin, ça. Ça, c'est On du voit vin, qu'il n'y a ça. aucun ovni qui s'est posé là. Bah oui, hein, Heureusement, c'est- Il aurait gâché le vin, dis donc. Bah tu sais pas, peut-être que ça... Ça la bonne nuit. peut-être que ça peut avoir des effets. Il est trop bon, Voilà. c'est trop bon comme ça. Eh ben bon appétit tout le monde. Hein. Ça fait longtemps que je dois manger de poteau. Ah bah moi, une éternité, hein. Blim, c'est Oh là magnifique. là, c'est bon. Putain, moi, c'est mon plat préféré. C'était blanc, rond, brillant, super lumineux. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, waouh, il faut absolument que je prenne une photo. Donc j'étais là en train de regarder le truc. Je cherchais mon appareil photo dans le sac vite fait pour essayer de pouvoir prendre une photo. Ouais. Et
au moment où je l'observais, ça s'est fondu dans le ciel. C'est Mais vraiment, vaporisé. ça s'est vaporisé complètement. Ça a disparu. Ça a totalement disparu. Et là, je me suis dit, bah, ça c'est quand même bizarre parce que ça serait un ballon sonde. Admettons, ça peut être un ballon météo. Je l'aurais vu, si ça brillait, en plus c'était grand ciel bleu, tu peux pas, ça disparaît pas comme ça. C'était pas un avion, il n'y avait pas de traînée de condensation. C'était rond, donc c'était pas, il n'y avait pas d'aile, pas de, voilà, c'était blanc, lumineux, avec une espèce de petit cercle concentrique à l'intérieur. D'accord. Et ça a disparu. Et ça a duré peut-être, allez, 1 ou 2 secondes. Le temps que je fixe le truc, que je focalise mon regard dessus, que je cherche désespérément mon iPhone dans le sac, ça avait disparu. Donc en fait, ça a dû durer entre, 2 à 3 secondes maximum. Mais l'histoire s'arrête pas là, je crois. Mais l'histoire s'arrête pas là. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand je suis rentrée à la maison, déjà j'étais super ébranlée parce que je me suis dit, j'ai vu un truc, je sais que j'ai vu un truc, et je suis mauvais témoin parce que je suis incapable de l'avoir photographié. Ouais. Je suis incapable de dire ce que c'était. Et en plus, je m'intéresse aux ovnis, donc personne ne va me croire. Ouais. Donc je vais sur Internet et je cherche ovnis septembre 2016 pour voir s'il y avait eu des... Et je tombe sur la vidéo des policiers de Bristol. Donc les policiers de Bristol, alors Bristol c'est quand même le sud de l'Angleterre, ont photographié de leur hélicoptère, d'après ce que j'ai compris, en caméra thermique, un objet qui n'était pas visible à l'œil nu, qui était visible uniquement sur caméra thermique. Tiens. Ouais, et qui a été donc filmé pendant un bon moment par l'hélicoptère des policiers de Bristol. Et on voit la forme de l'objet, ça correspond vraiment à ce que j'ai vu, c'est-à-dire un rond avec un autre petit rond à l'intérieur. D'accord, parce Voilà. que la vidéo est sur Internet. La c'est là vidéo que est tu sur l'as Internet. retrouvée. Et la suite de la vidéo, c'est qu'il disait que quelques jours avant, donc ça correspondait exactement à la période où moi j'ai vu l'objet, a été photographié dans le Devon. Le Devon, c'est vraiment l'extrême sud de l'Angleterre. Un objet dont il montrait la photo sur Internet. Alors là, pour le coup, c'était étrange parce que ça ressemblait exactement à ce que j'ai vu. Un petit rond avec un autre petit rond à l'intérieur, tout blanc, mais là, il y avait une traînée de condensation. Et ce qu'il n'y avait pas du tout dans ce que moi j'ai vu. Il n'y avait pas de D'accord. traînée de condensation. Mais en revanche, c'était assez similaire. Or, si on regarde un peu la zone, moi j'étais en Normandie, C'est pas je grave. revenais de Normandie. Eux, ils ont vu ça dans le sud de l'Angleterre, dans le Devon, correspond. quelques jours avant. Ouais. Et quelques jours après, les policiers de Bristol ont photographié ce truc qui ne se voyait pas à l'œil nu, mais qui apparaissait en caméra thermique. D'accord. Or moi, le truc que j'ai vu, ça a disparu sous mes yeux. Ah ouais. Bon, ça fait partie de mes convictions, de mon éducation religieuse, effectivement. Donc, mais mon éducation religieuse, je l'ai faite tardivement, parce qu'en fait, plus jeune, je ne m'intéressais pas du tout, enfin beaucoup moins, à la spiritualité. Alors, c'est pas un effet de l'âge, mais c'est un effet des lectures, en fait, parce qu'il y a des trucs qu'on ne lit pas quand on est plus jeune, on lit quand même plus tard. Et j'ai lu récemment donc, les dialogues de Catherine de Sienne, qui est une sainte qui a vécu au XIVe siècle en Italie et qui avait des locutions, enfin des dialogues avec Dieu. Voilà, tout simplement, rien moins que Dieu. Et c'est quand même assez étrange. Ce livre est quand même extraordinaire. Bon, il est particulièrement ardu. Mais dans ce livre, moi j'ai retenu pas grand-chose, parce que je ne suis pas un cerveau apte à retenir 800 pages de bouquin. Ouais. Mais j'ai retenu une chose, c'est que Dieu, c'est l'infini. L'infini, c'est au-delà de ce qui est créé, au-delà de la création, au-delà du monde incarné. Dieu est au-delà de tout ça. Il est, comme il dit, la mer tranquille. Il est le monde, il est l'océan dans lequel nous, petits poissons, C'est nous transcendant, nageons. quoi. Ouais. Alors elle disait que pour faire ressentir aux autres ce qu'elle ressentait, elle disait que qu'on était en Dieu comme le poisson est dans la mer et la mer est dans le poisson. C'est-à-dire qu'en fait nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Donc Dieu est quelque chose qui transcende le monde incarné et c'est quelque chose qui dépasse totalement toutes les croyances que nous pouvons avoir sur les peuples extraterrestres, etc. Parce que tout ce qui est incarné, tout ce qui est réalisé
et fait partie de la création. Donc, en cela, aucun peuple extraterrestre ne peut être qualifié de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ça veut juste dire que ce qui est incarné est une création divine. Et simplement, si on révélait aujourd'hui que, mettons, le panthéon indien, en fait, n'était qu'un peuple extraterrestre qui est venu visiter la Terre, déjà, je pense que ça choquerait énormément. Ça choquerait non seulement énormément l'ensemble de la population qui croit à tout ça. Ça voudrait dire que l'homme n'est plus au centre de l'univers. Ça voudrait dire aussi qu'il serait non seulement décentré, mais ça enlèverait, ça remettrait en cause tous les écrits bibliques, alors que finalement, c'est une erreur, puisque rien ne remet en cause les écrits bibliques dans tout cela, puisque Dieu, de toute façon, se situe au-delà du créé. Tu me disais que pour toi, Roswell, c'était pas un ballon sonde. Ah non, c'est pas un ballon. Bah, c'est quoi votre opinion là-dessus un peu? Il y a véritablement eu, il y a vraiment eu une... Oui, ça j'en suis sûr, là, il y a trop d'évidence, quoi. Une rumeur, c'est une rumeur, d'accord? Une rumeur, c'est du style, comme avait dit Pierre Lagrange, comment s'appelle là le film? La guerre des mondes, avant. Quand Orson Welles a fait son émission de radio, là, où paraît-il tout le monde était apeuré, alors qu'en fait tout le monde connaissait cette émission, donc il n'y a jamais eu de panique, voilà, tu vois. Ça devient une rumeur. Par contre, quand au fur et à mesure que le temps passe, que les années passent, que tu as des gens qui témoignent de plus en plus, tu sais, les militaires à la retraite qui commencent à parler, les enfants, les petits-enfants, tout ça, qui parlent, tu dis, attends, il y a quand même, c'est impossible qu'avec autant de témoignages... Il y avait des corps dans le crash? Après, ce qu'il dit, oui, il y avait des corps. Donc, c'est que... Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est ça la question. Non, mais voilà, oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'il y a eu des corps, on sait qu'a priori, ça devait être extra... Je dis bien, ça devait, mais on ne sait pas. En fait, on ne sait pas véritablement. On sait ce qui s'est passé. On sait qu'il y a eu un crash. Mais quoi? Mais il n'y a que le père et son fils qui avaient... Non, il y a eu plein de gens qui ont été étaient témoins. sur place à l'époque. Après, c'est les militaires. Mais... Non, il y a eu plein de... Non, c'est pas les seules personnes. Qui ont ramené les débris. Parce que les débris, c'était un petit peu partout. Des gens qui ont travaillé aussi sur les sites, les fermes, qui tout ont ça. commencé à parler. Il y a les fermes alentours, il y avait des fermes. Pas mal d'employés, en fait, du gouvernement qui travaillaient sur les infirmières, tout ça. Les infirmières qui ont parlé. Et des gens qui arrivent en fin de vie qui parlent en fin de vie. Et ça, c'est quand même intéressant parce que pourquoi est-ce qu'on irait raconter des bêtises quand on est à 6 mois de mourir? Je veux dire, à 6 mois de mourir, on va raconter la vérité parce qu'on a besoin de se soulager. Il y a un truc, c'est vrai qu'il faut le dire quand même, c'est que tous les gens, de près ou de loin, enfin plutôt de près, s'intéressent à l'ufologie, ou ad hoc, des sujets ad hoc. On aime quand même assez penser loin. C'est toutes les personnes avec qui j'ai discuté, en fait, il n'y a pas de tabou. Il y a des ouvertures d'esprit qu'il n'y a peut-être pas ailleurs, en fait. Il y a beaucoup de philosophie, mine de rien. Parce que tu passes, en fait, tu peux parler d'un sujet ufologique et t'éloigner complètement. Tu vois, est-ce que c'est le fait que, justement, on dit extraterrestre, donc exoplanète, tout ça, c'est le reste, c'est loin, je sais pas. Alors, est-ce que ça a un lien avec la parapsychologie? Ça a un lien indirectement. Ça a un lien indirectement dans le sens où je pense que si visiteur il y a, il s'intéresse fortement au sujet peut-être un peu plus sensitif. Et c'est bien parce que ces sujets sont à la base sensitifs qu'ils viennent. Et non pas parce qu'ils viennent et qu'ils nous donnent ça. Parce que ça, c'est le truc que j'ai dit quand j'avais fait mon témoignage. Il faut arrêter de croire que les humains, si extraterrestres il y a, je dis bien, c'est eux qui nous apportent tout. Donc en fait, je crois qu'ils utilisent surtout ce que l'on a. Et c'est peut-être là que ça fait peur. Je crois, enfin j'espère, que partout dans les mondes où la vie est apparue, ce sens de la vie, cette beauté de l'univers, cette reconnaissance pour la création et pour la vie, a une chance de s'être développée aussi. Mais
Comme on voit, comme sur la Terre, tous les Je crois qu'il y a peuples un ne sont sens- pas au une même espèce de niveau. sens, Ils une vont- conception supérieure de la vie qui qui se trouve ici comme ailleurs. se trouvent ici comme ailleurs, mais Sans pas longtemps. forcément au même niveau partout, comme c'est pas au même niveau sur la Terre, Oui. où il y a encore des Il y a vocation à se tortionnaires, des développer. gens qui torturent, et bon, dans l'univers aussi, il y a peut-être des peuples qui sont totalement dénués de sentiments, qui ont développé D'accord. peut-être des connaissances qui font qu'ils sont tellement sûrs de leur capacité qu'ils n'ont pas de foi, justement, qu'ils ont perdu le sens moral, et que tout est bon pour arriver à leur fin. Donc les expériences, la vivisection, les enlèvements, parce qu'ils n'ont pas de sens moral. Et ce qui les intrigue, c'est que justement, on a peut-être encore quelque chose qu'ils n'ont pas, ou qu'ils ont perdu, qu'ils ont oublié, qu'ils n'ont plus. La part divine qui est en nous. quoi. La part divine qui est en Bah, nous, qu'ils nous envient. C'est la conscience, on va dire. La conscience, voilà. Après, peu importe comment on l'appelle, Ouais. je pense que Dieu reconnaît ses petits partout, même sur ceux qui l'appellent de différents noms, ou même ceux qui ne croient pas en lui. Nous voulons croire. Nous cherchons un message qui viendrait des étoiles et nous prouverait que nous ne sommes pas seuls. Saint Paul lui-même ne s'est-il pas converti après avoir observé le poudroiement d'un météore fondu dans l'atmosphère ? Saint Paul qui aimait tant l'agneau grillé, comme celui du dernier repas. En l'an 774, des moines racontèrent dans les chroniques anglo-saxonnes qu'un grand crucifix rouge était apparu dans les cieux après le coucher du soleil. Ils observaient sans le savoir une étoile qui se mourait. En 1977, le télescope levé dans la nuit enregistrait un signal de 72 secondes, suscitant d'énormes espoirs. Peut-être nos descendants découvriront que nous n'avons fait qu'écouter un nouvel astre à l'agonie. En attendant, on cherche encore, jusqu'à la prochaine terrine, le prochain verre de vin. Nous avons faim, nous avons soif de vérité.